Les échanges de frappes se poursuivent entre Israël et l'Iran. Ce jeudi, l'hôpital Soroka de Beersheva a été touché après des tirs de missiles iraniens. Au moins 47 personnes ont été blessées, mais aucune grièvement, a indiqué un porte-parole de l'hôpital, qui a assuré que les principaux dommages ont été enregistrés dans l'ancien bâtiment de chirurgie, dont les services avaient été évacués ces derniers jours. D'autres frappes ont également touché les localités de Ramat Gan et Holon dans le centre du pays, près de Tel Aviv. Suite à cette nouvelle offensive, le Premier ministre Benyamin Netanyahou a assuré qu'Israël fera payer un prix lourd aux tyrans de Téhéran. Dans le même temps, Israël a intensifié ses frappes contre les cibles stratégiques iraniennes, frappant le réacteur à eau lourde d'Arak. La télévision d'État a affirmé qu'il n'y avait pas eu de dommages dus aux radiations, ni de dégâts dans les zones civiles. Israël a malgré tout appelé la population à fuir la région. La Russie propose une médiation pour mettre fin au conflit entre Israël et l'Iran. Le président Vladimir Poutine a suggéré la négociation d'un accord qui permettrait à Téhéran de poursuivre un programme nucléaire pacifique tout en apaisant les inquiétudes israéliennes en matière de sécurité. Une offre de médiation déjà évoquée par Vladimir Poutine lors d'un échange avec Donald Trump. Мы ничего никому не навязываем, мы просто говорим о том, как мы видим возможный выход из ситуации. Но решение, конечно же, за политическим руководством всех этих стран, прежде всего Ирана и Израиля. Le président Poutine s'appuie sur ses liens avec les deux pays pour envisager cette médiation, même si les relations avec Israël se sont fragilisées ces dernières années. Cette proposition intervient pourtant dans un contexte délicat, alors que la Russie est engagée dans une guerre en Ukraine depuis plus de 3 ans. Le Kremlin a même intensifié ses attaques aériennes et terrestres. Un immeuble de 9 étages a récemment été pris pour cible dans la capitale, faisant 28 morts et une centaine de blessés. C'est une nouvelle épreuve pour le commerce international. Le conflit entre Israël et l'Iran vient remettre en question l'équilibre mondial déjà fragilisé par la guerre tarifaire lancée par les États-Unis et aussi l'inflation. Le conflit pourrait contraindre les navires à s'éloigner du détroit d'Ormuz, rendant le transport de marchandises essentielles plus long et plus coûteux. So what we're going to see is increasing price pressure in the global marketplace, but more importantly, we're also going to start to see a lack of supply from the Middle East of their oil into the global market, which does run the risk of constraining supply, particularly for Europe. Now, there's the additional issue that a huge amount of LNG, liquefied natural gas, comes through the Strait of Hormuz as well. Qatar is a huge producer of LNG. And as a result of the Ukraine war, there was a pivot from the EU particularly to get their liquefied natural gas, their LNG gas, not from Russia, but from producers including Qatar. So anything that constrains transit through Hormuz for liquefied natural gas will have a much quicker impact on the EU, particularly in the manufacturing sector. Les consommateurs européens seraient les premiers impactés. Anyone who's involved in a supply chain is really at their wits' end, trying to deal with a massive complexity. It's like playing 4-dimensional chess, trying to deal with all the complexities and pressures that they face. And sudden spikes in oil and in the rates of shipping, as we've seen recently, cause massive disruption to supply chain, cause pressure on businesses, and that leads inevitably to one of 3 outcomes. Either you see significant price increases, and we've seen some of that. You see availability issues, so lack of products on shelves or getting to the factory floor, and we've seen that. Or you see shrinkflation, which is whereby product shrinks in size, but the price remains the same. And we've seen a lot of that as well. So I think that the consumers, not just in the EU, but beyond, are facing all 3 of those factors. Selon l'expert, le conflit actuel et la menace qui pèse sur le transit par le détroit d'Ormuz devraient inciter l'Union européenne à envisager de nouvelles perspectives. Pour la 4e fois de suite, la Réserve fédérale américaine a choisi de maintenir ses taux d'intérêt inchangés. Cette décision intervient alors que le président américain Donald Trump a exhorté à plusieurs reprises le président de la Fed, Jerome Powell,
à réduire les taux d'intérêt pour relancer l'économie. In support of our goals, today the Federal Open Market Committee decided to leave our policy interest rate unchanged. We believe that the current stance of monetary policy leaves us well positioned to respond in a timely way to potential economic developments. Jérôme Powell a expliqué que cette décision de maintenir ces taux a été prise pour permettre à l'agence fédérale d'évaluer la manière dont les droits de douane imposés par Donald Trump pourraient perturber l'économie. Every forecaster you can name who is a professional forecaster with adequate resources and forecasts for a living is forecasting pretty significant. Everyone that I know is forecasting a meaningful increase in inflation in coming months from tariffs because someone has to pay for the tariffs. Avant l'annonce de Jérôme Powell, Donald Trump avait prédit que la Fed ne toucherait pas au taux d'intérêt, un nouveau statu quo qui a provoqué l'ire du président américain. Il s'est également montré agressif envers le président de la Réserve fédérale américaine. So we have a stupid person, frankly, at the Fed. He probably won't cut today. Europe had 10 cuts, and we had none. And I guess he's a political guy. I don't know. He's a political guy who's not a smart person, but he's costing the country a fortune. I think he hates me, but that's okay. He should. He should. I call him every name in the book, trying to get him to do something. Le républicain a assuré qu'il n'y avait pas d'inflation aux États-Unis et qu'il voudrait donc voir les taux baisser. Un avis que ne partage pas la Réserve fédérale qui prévoit une inflation autour de 3% d'ici la fin de l'année. Elle s'attend également à une légère augmentation du chômage et un ralentissement de la croissance qui devrait s'établir à 1,4%. Mais malgré ces prévisions, Jérôme Powell a indiqué que les responsables de la politique monétaire de la Fed prévoient 2 baisses de taux cette année. La Cour suprême des États-Unis confirme une loi du Tennessee qui interdit l'accès au traitement de transition pour les mineurs transgenres. Les juges ont estimé par 6 voix contre 3 que ce texte de 2023 ne constitue pas une discrimination au regard de la loi américaine. La juge libérale Sonia Sotomayor, qui a voté contre cette décision, estime que celle-ci abandonne les enfants transgenres et leurs familles aux caprices politiques. Elle conteste également son caractère non discriminatoire, arguant qu'elle catégorise expressément sur la base du sexe et du statut transgenre. Ce jugement de la Cour suprême est une victoire pour Donald Trump et notamment pour l'extrême droite américaine, qui fait de cette question l'un de ses chevaux de bataille depuis plusieurs années, face à ce qu'il qualifie d'idéologie woke. La décision offre une protection juridique à de nombreux efforts déployés par l'administration Trump pour revenir sur les protections des personnes transgenres. L'arrêt peut en outre servir de précédent à 26 autres États qui ont des lois similaires à celles du Tennessee. Depuis son retour au pouvoir, Donald Trump a pris des mesures pour définir les sexes comme étant masculins et féminins uniquement. Il a interdit aux athlètes transgenres de pratiquer des sports féminins et a restreint leur accès aux espaces publics. Le sujet a suscité un débat houleux au sein du Parlement européen. Alors qu'en Hongrie, le gouvernement de Viktor Orban a interdit la marche des fiertés à Budapest, des députés ont dénoncé une mesure liberticide et ont appelé la Commission européenne à agir. La última línea roja que ha cruzado el gobierno de Orbán no es un hecho aislado, ni siquiera una excentricidad nacional, es una vergüenza europea. La prohibición de la marcha del orgullo no es solo un ataque cobarde contra parte de su ciudadanía. Es la enésima manifestación de un régimen autoritario que ha convertido el poder en un instrumento de miedo, de censura y de odio. La marche des fiertés de Budapest est prévue le 28 juin dans le centre de la capitale. Les participants s'exposent à une surveillance au moyen de caméras équipées d'une intelligence artificielle et à une amende. Pour justifier sa mesure, Budapest invoque la protection de l'enfance. Magyarországon mindenki szabadon élhet és gyülekezhet. De számunkra a gyermekek érdeke és testi-lelki fejlődése az első. Ez pedig mindenkinek tiszteletben kell tartania. Près de 70 eurodéputés ont prévu de participer à la marche des fiertés de Budapest. Le maire écologiste de la capitale, Gergely Karácsony, tente de son côté de maintenir le défilé en utilisant une faille juridique. There is still a legal battle now going on, whether the Pride can take place legally or not. The latest development is that the Budapest mayor has now come forward and said he is organizing the Pride because then he doesn't need a police authorization.
Le commissaire européen à la justice, Michael McGrath, s'est dit prêt à utiliser tous les outils juridiques pour sauvegarder les valeurs européennes dans cette affaire. Le chaos a éclaté au Parlement espagnol lors de sa première session depuis qu'un proche collaborateur du Premier ministre Pedro Sánchez a été impliqué dans un vaste scandale de corruption. Le leader du parti d'extrême droite Vox, Santiago Abascal, a violemment interpellé le chef du gouvernement, le qualifiant d'indécent, de corrompu et de traître avant de quitter rapidement l'hémicycle. La semaine dernière, la police espagnole a publié des enregistrements audio confirmant que le numéro 3 du Parti socialiste était impliqué dans un système de pots de vin en échange de contrats de travaux publics. Santos Cerdán a nié tout acte répréhensible, mais a immédiatement démissionné de son poste. L'opposition exige depuis la démission de Pedro Sánchez, tout en continuant à faire pression sur le Premier ministre pour qu'il organise des élections anticipées. Niant tout financement illégal du Parti socialiste, le chef du gouvernement a adopté une approche offensive dans l'hémicycle mercredi. Pedro Sánchez a rappelé aux autres partis leurs propres affaires de corruption par le passé. Il a notamment fait référence à l'affaire Gürtel, quand des centaines de responsables du Parti populaire ont été visés par des allégations de corruption, de blanchiment d'argent et de fraude fiscale. Pedro Sánchez affirme que son parti s'efforce de régler les problèmes de corruption dès qu'ils apparaissent, tout en accusant le Parti populaire et Vox de les dissimuler. Le leader du PP, Alberto Núñez Feijóo, reproche à Pedro Sánchez de ne pas avoir convoqué des élections anticipées et l'accuse de se poser en victime et d'être profondément corrompu.